Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech. C'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi en plateau Laurent Veil, le PDG cofondateur d'AOZ Studio ou AOZ, une nouvelle façon d'apprendre à coder très simplement grâce au low-code, et Julie Jacob, fondatrice et dirigeante de Jacob Avocat. Nous accueillons avec grand plaisir Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler donc de ChatGPT. C'est le sujet à peu près qu'on aborde tous les jours, mais là, tu vas nous expliquer pourquoi ça nous projette dans une post-modernité. Quelles sont ces nouvelles règles finalement que nous impose l'outil? Je te laisse développer ton argumentation. Ouais. En fait, maintenant, ça fait quoi 2, 3, 4 mois qu'on a cet outil et on ne sait toujours pas grand-chose. On ne sait toujours pas combien ça coûte, on ne sait toujours pas qui le modère, comment on le développe. Au départ, OpenAI devait être une plateforme ouverte et désormais, Sam Altman, le fondateur, explique que finalement, on va garder tout ça très fermé. Mais moi, il y a trois idées qui me... Parce que sur le combien ça coûte, on sait que ça va être intégré dans les offres de Microsoft. Ça, c'est déjà Pour une l'instant, info. ce qu'on sait, c'est que le coup de génie de marketing de Microsoft, c'est d'avoir investi énormément d'argent. Depuis 2-3 mois, on ne parle que d'eux. Ouais. D'ailleurs, il y a une offre, un nouveau produit toutes les semaines, à tel point d'ailleurs qu'on ne sait même pas où aller. Récemment, une amie me demandait comment faire, sur quelle version je vais. Et c'est d'ailleurs suite à cette conversation avec elle que j'ai eu 3 enseignements. Le premier, c'est que fondamentalement, le modèle de l'IA générative, parce qu'on parle de ChatGPT, mais l'IA générative en général sera un modèle payant. C'est l'Internet Premium, en fait, d'une certaine manière. On est entré, en fait, dans une phase où, finalement, pour avoir accès à la connaissance, au savoir, il faut payer le reste, la version dégradée, publicitaire, les réseaux sociaux, ce que parfois les gens appellent les égouts de l'Internet, ça sera gratuit. C'est parce qu'on discutait ensemble de ces sujets de l'inclusion numérique. Donc là, tu nous dis, l'arrivée de ces IA génératives, là, c'est à nouveau une fracture qui va se créer Absolument. au sein de la société. Mais déjà, par le modèle économique, on a 2 types d'intelligence artificielle. La première, historiquement, qui a fait la fortune Google, c'était le ranking. Et maintenant, on est dans des modèles de langage, donc des modèles qui sont extrêmement coûteux à maintenir, à exécuter. Alors, il y aura peut-être des progrès, mais pour l'instant, on ne sait pas parce que les données, les paramètres ne sont pas très clairs. Et puis l'autre chose qui est fascinante, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de pourquoi utiliser ChatGPT, ça peut faire le travail à ma place. Bon, ça c'est toujours un peu naïf d'entendre ça, mais on peut... Mais ce que je trouve fascinant dans ces modèles, c'est le raisonnement, c'est l'argumentation. C'est que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas appris ou ne savent pas argumenter, ne savent pas produire une argumentation, ou n'ont pas forcément les compétences cognitives parce qu'elles ne sont pas dans des environnements où l'argumentation est toujours essentielle, comme par exemple un homme politique ou un avocat. Et là, j'étais assez stupéfait. Une amie m'appelle, me dit « Je veux absolument utiliser ChatGPT ». Je lui dis « Pourquoi ?» Elle n'est absolument pas dans cet univers de la technologie. Je fais une application pour une résidence artistique et j'ai jamais appris à faire un document. Et donc, je voudrais que la machine m'apprenne, m'explique comment faire, lui expliquer pourquoi ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, il y a une chose qui est très intéressante, qui va être un peu le débat. Est-ce que ces outils vont amplifier les compétences de gens qui savent déjà argumenter, structurer leur pensée, ou est-ce qu'elle va recréer un niveau, en fait, pour des gens qui n'ont pas forcément ces compétences et qui on pourrait imaginer un ouvrier écrire dans le style d'un énarque les raisons pour lesquelles son entreprise doit être repensée. Oui, pour pitcher son produit, effectivement, ça peut être tout à fait efficace. Et peut-être que, parce que tu dis, poser la question, c'est un peu naïf de est-ce que ça va remplacer certaines professions, mais aujourd'hui, il y a des boîtes qui font appel à des plumes pour rédiger leurs argumentations, leurs pitchs, leurs dossiers. Absolument. Et d'une certaine manière, je crois que c'est vraiment ça qu'on est en train... Alors après, il y a un danger parce que l'argumentation, c'est quelque chose de très culturel. La manière d'argumenter en France, on en avait déjà parlé, ou en Europe, n'est pas la même que celle qu'on utilise aux États-Unis. La façon dont on va définir le langage, donc la pensée, donc la culture, est très différente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit à travers cette demande, c'est effectivement... tous les cours qui étaient les plus importants en éducation, à savoir les dissertations, la capacité d'apprendre à se concentrer, à être avec soi-même pour savoir ce que l'on pense vraiment d'un sujet, quel qu'il soit,
la capacité de faire une argumentation, contre-argumentation. Ce sont des choses qui sont passées à l'as finalement, qu'on a parfois peu utilisées et désormais on découvre aussi que dans un monde qui est très bureaucratique, où il faut des dossiers, remplir des formulaires en permanence, ces outils vont devenir essentiels pour certains qui n'ont pas forcément la capacité. Troisième point que tu voulais développer aussi, c'est ces produits sont pensés par et pour les big tech. Ce que je vois aujourd'hui, il y a à peu près 500 boîtes qui lancent des projets autour de l'IA générative, plus ou moins autour de ChatGPT. Alors, soit en utilisant les modèles de ChatGPT, soit en utilisant des modèles alternatifs. Mais fondamentalement, déjà, je pense que dès qu'on court après une innovation technologique comme celle-ci, déjà, toutes les boîtes, là, la plupart, les produits ne servent à rien, ou ne serviront à rien. Pour l'instant, on est vraiment dans la réaction. Puis une chose qui est fascinante, c'est qu'on a vu quand les réseaux sociaux se sont construits, ou quand même Google ou les grandes plateformes de cloud se sont construites, c'est que dès que tu as un peu d'innovation à la marge, il suffit de 2 équipes chez Microsoft ou chez Google pour recopier, innover, copier tes idées. On l'a vu aussi avec Apple, puisque tous les produits un peu innovants sur l'iPhone ont été peu ou prou intégrés à l'intérieur du produit. Et donc, effectivement, une des questions que je me pose, c'est quelle va être l'alternative à ce genre de modèle? Et il n'y en a qu'une seule, en fait. Il faut être l'alternative absolue. C'est-à-dire que si tu es une big tech avec un modèle de type large language, le modèle LLM fermé, il faudra des modèles d'IA personnels et donc permettre aux gens de mettre à l'intérieur de ce petit appareil, qui a quand même une puce extrêmement puissante, des outils d'intelligence artificielle personnelle. Et donc se pose la question, à mon avis, qui sera la question la plus intéressante, c'est est-ce que l'IA est un outil global qui essaye d'englober la totalité du savoir, qui essaye de répondre à tout le monde, pas toujours très bien, ou est-ce que chacun d'entre nous disposera d'une intelligence artificielle personnelle qui s'intègre à notre contenu, qui nous connaît, qui est contrôlé par nous, et là se posera en fait la question essentielle de savoir qui va contrôler cette Internet du futur. Est-ce que ce sont des gros acteurs qui nous font payer des abonnements, ou est-ce que ce seront des modèles libres, open source, que l'on peut installer sur ces machines, et seul ça, l'avenir nous le dira. Une réaction très rapidement, Laurent ou Julie? C'est sûr que ChatGPT aujourd'hui fait partie du quotidien de beaucoup. Nous-mêmes, on a eu une demande au cabinet de corriger des conditions générales et des règlements de jeu rédigés par ChatGPT. Ouais. Donc ça, c'est la première fois qu'en tant qu'avocat... Ça vous donne un nouveau travail. Un nouveau business. Voilà. Ouais. On corrige ce que nous préparent nos clients. Donc c'est une base, mais quand même, il faut attirer l'attention sur le fait qu'il faut que ce soit corrigé, updaté, c'est pas mis à jour du tout, surtout sur l'aspect réglementaire. Et comme tu le disais, Tariq, l'aspect culture, il est essentiel. La sensibilité est différente. Merci beaucoup, Julie Jacob. Merci, Tariq Krim, codesouverain.fr. On termine avec notre chronique Où va le web?